Bonjour à tous. Alors, je vous remercie de nous rejoindre pour ce nouveau webinaire sur le renouvellement du bail commercial en résidence gérée. Est-ce que vous pouvez me confirmer que le son est bon de votre côté et que vous pouvez voir notre écran également? Ok, parfait. Je vous remercie. Je vous remercie aussi pour votre présence. Vous êtes encore une fois de plus en plus nombreux à nous rejoindre. Voilà, donc je pense qu'on va aborder un sujet assez lourd et dense aujourd'hui qui, j'espère, vous éclairera un petit peu davantage sur le bail commercial. Dans un premier temps, en attendant que tout le monde se connecte, on va faire une petite présentation du webinaire d'aujourd'hui, comment ça va se présenter. Donc, comme je le disais, le sujet est un petit peu, peut-être un peu dense. Donc, on prendra peut-être 45 minutes pour parler du sujet. 30-45 minutes. Bon, je pense que 30 minutes, ça risque d'être un peu court. Donc, peut-être 45 minutes. Et après, on prendra un temps pour répondre aux questions. Donc, pour les questions, vous allez voir en bas, vous avez un petit onglet pour déposer vos messages dans le chat. Vous avez également un onglet questions. Donc, il faudrait utiliser ce petit onglet questions pour y poser vos questions. Ça va nous permettre de pouvoir les recenser et d'y répondre en direct. Alors, au vu du sujet, il est possible que certaines questions soient peut-être trop techniques ou doivent être revues par peut-être un juriste ou demanderont peut-être plus de temps de réflexion, d'analyse. Donc, on ne pourra peut-être pas répondre à toutes les questions de suite. On pourra faire un retour par mail, par téléphone par la suite. Voilà. Alors, donc, au niveau on va passer du coup sur la slide suivante. Donc, on va parler un petit peu du groupe C'est la vie. Donc, on va présenter un petit peu le groupe. Comme vous le savez déjà, le groupe a été créé par l'intermédiaire de C'est la vie gestion qui s'occupe de l'administration complète des propriétaires investisseurs en location meublée qui sont sous bail commercial. Nous avons également C'est la vie syndic, qui est syndic de copropriété en résidence de service. madéclarationmeublée.com qui vous permet de générer vos déclarations fiscales, donc déclaration bilan comptable, déclaration de TVA pour 219 € TTC par an, et ça peu importe le nombre de lots que vous avez. Donc ça, c'était la grande nouveauté de 2025 parce que malgré l'existence de madéclarationmeublée.com, nous n'avions pas proposé cette offre au grand public précédemment. Vous avez également la société C'est la vie Pierre qui va vous permettre de revendre des lots en résidence gérée. Donc voilà pour le groupe. Donc, le sujet du jour aujourd'hui, ce sera le renouvellement du bail commercial en résidence gérée. Donc, on va voir un petit peu les étapes pour en venir au renouvellement, ce qu'est la tacite prolongation, l'indemnité d'éviction et les différents types de congés qu'on va pouvoir voir en résidence gérée, les indemnités d'éviction, le départ de l'exploitant et ensuite la réversibilité de la résidence, en espérant pouvoir faire le tour un petit peu du sujet. Hop, pardon. Alors, en préambule, en fait, nous allons voir la définition du bail commercial. C'est un contrat par lequel le propriétaire bailleur loue son bien à un gestionnaire exploitant. Le bail commercial, il va venir en fait définir plusieurs règles, les obligations de chacun, notamment les modalités de paiement du loyer, des charges, et il va y définir en fait une certaine durée. La durée d'un bail commercial, elle est de minimum 9 ans. Vous avez souvent des variantes qui vont être de 9 ans, 9 mois, ou des variantes sur 11 ans ou 12 ans. Il existe quelques baux qui sont des baux de 3 ans. Les baux de 3 ans ne sont pas des baux commerciaux, ce sont des baux dérogatoires. Donc, c'est différent et ça, nous n'en parlerons pas aujourd'hui. Donc, nous parlons vraiment du bail commercial qui avait une durée minimale de 9 ans au départ. Donc, attention à ne pas confondre en fait la durée du bail commercial avec
l'engagement fiscal lié à la récupération de TVA. Vous savez, lorsque vous avez acquis le bien en première instance, vous avez souvent récupéré la TVA initiale et vous deviez vous engager à soumettre à la TVA le bien. Et là, l'engagement était de 20 années. Voilà, donc la signature d'un bail commercial en résidence gérée va vous permettre en fait de récupérer la TVA à l'achat, va vous permettre de bénéficier de certains avantages fiscaux comme par exemple le Censi-Bouvard qu'il y avait. Alors, en premier, on va parler de la tacite prolongation. La tacite prolongation, votre bail commercial, il avait une durée de 9 années. Donc, souvent, il a été signé entre 2015 et 2019, hein, souvent. Donc, on arrive en ce moment dans beaucoup de résidences gérées où les baux sont en cours de renouvellement ou sont en tacite prolongation. Donc, la tacite prolongation, ça va être une situation qui survient lorsque le bail commercial est arrivé à son terme et qu'il n'a pas été prolongé ni par le propriétaire ni par l'exploitant. Donc souvent, on va avoir une fin du bail, par exemple, au 31 décembre 2024, et il ne s'est rien passé. Le propriétaire n'a rien dit, a continué à percevoir les loyers, l'exploitant a continué à payer ses loyers, à payer ses charges et à exploiter la résidence. Eh bien, dans ces cas-là, le contrat en fait se poursuit, les clauses du bail initial restent inchangées, donc vous allez toujours percevoir le montant du loyer, il va toujours être indexé et toutes les clauses du contrat initial restent en vigueur. Donc, on va pouvoir mettre fin à cette prolongation, hein, donc cette tacite prolongation, à tout moment. Donc, il suffit au gestionnaire de vous prévenir 6 mois en amont. Hein, il va vous envoyer un congé pour mettre fin à la tacite prolongation et vous proposer donc après ce qu'on verra, soit le renouvellement, soit proposer un départ. Juste, je réponds à une petite question. Est-ce qu'il y aura un compte-rendu de cette réunion? Oui, effectivement, il y aura un compte-rendu et vous aurez accès à un replay. Hein, d'accord? Ensuite, donc alors, si la situation de la tacite prolongation a bien été comprise, on va pouvoir continuer sur le congé. Donc, juste peut-être pour en revenir quand même avant tout à la tacite prolongation. La tacite prolongation, elle peut durer 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Il n'y a pas de date, de délai précis. La situation peut continuer indéfiniment ou quasiment indéfiniment comme ça. Le seul risque, en fait, c'est que le preneur vous prévienne que 6 mois à l'avance de son choix de partir, vous laissant un délai assez court pour vous retourner dans ces cas-là. Alors, le congé avec offre de renouvellement à l'initiative du preneur. Donc, le preneur, déjà, ça va être l'exploitant. Donc, le preneur va décider de vous envoyer un congé, c'est-à-dire qu'il va mettre fin au bail commercial actuel et vous faire une offre de renouvellement. Donc, vous proposez en fait un renouvellement du bail. Donc là, en fait, on va avoir en premier lieu une signification. Donc, il va transmettre ce courrier à un commissaire de justice, un huissier de justice, 6 mois avant l'expiration du bail. Et vous allez avoir un délai de 3 mois pour répondre. Si vous ne répondez pas à cette offre de renouvellement, donc ce nouveau bail qui est proposé, si vous ne répondez pas sous les 3 mois, il est réputé que vous avez accepté les conditions qui sont proposées dans ce nouveau bail. Donc, vous, en tant que propriétaire, vous allez avoir 3 possibilités. 1, vous acceptez ce nouveau bail. Donc ça, il est recommandé de le renvoyer signé par acte extrajudiciaire également. Soit vous contestez le loyer, par exemple, ou une autre clause.
Et dans ce cas-là, vous essayez de trouver un accord amiable avec le preneur. Si jamais vous ne trouvez pas d'accord amiable, il va falloir venir saisir le juge des loyers qui va statuer dans un délai à peu près de 2 ans, hein, les délais sont assez longs, le nouveau montant du loyer. Et vous avez également la possibilité de refuser ce renouvellement pour garder le bien à vous si vous le souhaitez ou l'exploiter d'une toute autre manière. Donc, ce refus de renouvellement va venir entraîner une indemnité d'éviction. Donc, l'indemnité d'éviction, on y reviendra en fin de webinaire. On va revenir un petit peu sur les cas dans lesquels il y a une indemnité d'éviction et la méthode de calcul de cette indemnité d'éviction. Alors, hop, je vais répondre à la question de Mireille sur la tacite prolongation. Donc, il n'y a pas de durée maximale pour la tacite prolongation. Vous pouvez y rester 5 ans, 1 an, 6 mois, 2 mois, peu importe. Il n'y a pas de durée. Alors, petite précision et pas des moindres, l'offre de renouvellement ne peut modifier que les éléments du montant du loyer et normalement pas les modalités d'indexation et les autres clauses. Dès lors que d'autres clauses sont modifiées, il s'agit alors d'un nouveau bail librement négocié entre les deux parties. Prochaine slide sur du coup le congé avec l'offre de renouvellement. Donc on va venir un petit peu en détail sur les points clés de vigilance lorsque vous allez recevoir ce nouveau bail de la part de l'exploitant. Il va y avoir en fait plusieurs clauses qui va peut-être davantage vous intéresser en tant que propriétaire. Donc souvent on va parler en premier du loyer. Le montant du loyer peut lui rester identique au précédent ou modifié. Alors attention, à la hausse, malheureusement, ce n'est pas ce qu'on voit le plus souvent, ou à la baisse. Alors après, à la baisse, il faut faire attention à ce que le loyer soit au moins ce qu'il y avait peut-être dans le bail initial, où il peut être recalculé selon la valeur locative. C'est pareil, c'est quelque chose qui est quand même un petit peu plus rare. Il va falloir être vigilant sur l'indexation. Un loyer faiblement indexé va être un loyer qui va peu évoluer au fil des années. Donc ça va être un point de vigilance assez clé en fait à regarder. C'est-à-dire, est-ce que vous avez une indexation? Donc, c'est une révision du loyer qui se fait annuellement ou de manière triennale. Donc, si par exemple sur le bail précédent, vous aviez une augmentation annuelle et que vous passez sur quelque chose de triennal, bon, ce n'est pas forcément en faveur du propriétaire. Il faudra regarder l'indice choisi. Souvent, c'est l'ILC, l'indice sur les loyers commerciaux. Et on va venir également vérifier les caps et les plafonds. Donc, pour être un peu plus concret, un cap, ça va venir en fait. Alors, quand vous allez calculer votre indexation, le calcul de l'indexation se fait avec la variation entre 2 indices. Donc, par exemple, on va prendre l'indice du 4e trimestre de l'année 2020 qu'on va comparer avec le 4e indice de l'année 2023 dans le cadre d'une indexation triennale. Lorsqu'il va y avoir un cap, on va venir dire que si le coefficient multiplicateur de cette indexation est supérieur à 2%, on ne retiendra que 2% d'augmentation. Alors, pardon, ça c'est un plafond. Et on peut caper, c'est-à-dire dire que l'on ne va prendre que 50% de la variation. Donc, si notre calcul d'indexation correspond à une augmentation de 3,5%, le cap va nous plafonner à 1,75 par exemple. Voilà, donc ça, ce sont des petites choses qui sont un petit peu plus techniques sur lesquelles il faut quand même faire attention parce qu'une augmentation capée à 2% ou à 1,5% ou la variation qui serait plafonnée à 50%, ça va venir vraiment freiner l'augmentation du loyer. Donc, on va avoir la durée qui va être importante. Donc, elle est minimum de 9 ans pour que ce soit un bail commercial et puis ça peut varier entre 11 ans ou 12 ans.
Et vous allez avoir un autre point clé dans la durée, ça va être la faculté du preneur à pouvoir résilier de manière triennale ce nouveau bail, ce qui va peut-être engendrer en fait une certaine incertitude sur la durée effective du bail. C'est-à-dire que vous pensez que le bail il est renouvelé pour 9 ans, mais tous les 3 ans, donc au bout de 3 ans, 6 ans et 9 ans, le preneur aura la faculté de résilier le bail. Vous allez avoir également les charges et les travaux qui vont être un gros point de vigilance et notamment pour les EHPAD parce que le Code du commerce et de la loi Pinal interdisent de faire supporter certaines charges aux locataires, notamment les gros travaux de l'article 606, alors que dans les baux commerciaux des EHPAD, les travaux de l'article 606 sont pris en charge par le preneur. Théoriquement, la loi Pinel interdit d'imputer ces frais à la charge de l'exploitant. Donc, il y a un risque de contestation. Voilà, ça fait partie des charges qui sont à vérifier. Dans les charges et les travaux, vous avez également un risque important de transférer certaines charges qui étaient initialement à la charge de l'exploitant à celle du propriétaire. Et puis, vous avez également tout ce qui va être règlement des charges locatives. Si vous avez la possibilité, ça va être de choisir un mode de règlement des charges locatives directement par le preneur au syndic, ce qui vous évite à vous d'avoir à faire l'avance des charges locatives qui sont généralement les charges les plus élevées. Vous pouvez éviter également, alors parfois on voit dans certains baux le propriétaire doit avancer les charges locatives et faire une facture à part des charges locatives à l'exploitant, ou parfois il y a un paiement provisionnel de l'exploitant, c'est-à-dire qu'il va vous payer 60-80% des charges locatives de l'année précédente et régulariser en fin d'année. C'est quelque chose, qui est à éviter si c'est possible. Il y a un risque d'oubli ou de mauvaise refacturation et dans ces cas-là, généralement, c'est plus le propriétaire qui est lésé que l'exploitant qui, lui, ne va pas venir vous dire écoutez, j'ai oublié de vous payer 300 €. Ensuite, on va avoir en point clé le mobilier. Donc, effectivement, vous avez acheté un bien en 2019, par exemple. En 2028, il va falloir du coup signer un nouveau bail. Le mobilier qu'il y avait initialement dans ce bien va être effectivement peut-être désuet. Peut-être que ça va nécessiter un certain renouvellement du mobilier ou de remplacement de certaines choses. Donc, par exemple, un EHPAD, vous n'allez pas avoir le coût d'un lit en EHPAD va être assez élevé. Donc, vous avez, par exemple, d'autres travaux qui peuvent être à la charge du bailleur, mais il y a parfois également un choix de la résidence de se dire, on va pouvoir peut-être imputer certains renouvellements du mobilier au propriétaire et peut-être monter en gamme les chambres initialement. Donc là, il faudra peut-être bien étudier, encadrer la fréquence et le périmètre du renouvellement du mobilier, voir combien de devis ont été effectués. Et dans certaines résidences, le mobilier peut être partagé entre l'exploitant et le propriétaire. Bon, pour ce qui est du mobilier, ce sont des dépenses qui sont, pour information, comptablement amortissables dans votre activité de LMNP. Donc, effectivement, ça vous fait une nouvelle charge, mais au bout de 9 ans, vous avez un petit peu moins d'amortissement. Ça va venir en générer de nouvelles. Voilà, ce sont des choses qui sont à prévoir. On ne peut pas, lorsqu'il y a un renouvellement du mobilier, il y a un renouvellement du bail, il y a souvent également un renouvellement du mobilier ou des charges des refacturations qui peuvent arriver. Dans certains cas, le preneur prend tout en charge lui-même. Alors, ensuite, on va avoir d'autres clauses qui sont dans le bail commercial auxquelles vous pouvez être assez vigilant. Plus récemment, on a pu voir des nouvelles clauses de gestion apparaître dans les baux commerciaux, c'est-à-dire que l'exploitant qui faisait sa propre autofacture, qui ne la faisait pas payer, va désormais en fait facturer 20-30 € pour des frais d'édition de facture.
et les imputer au propriétaire bailleur. Vous allez avoir voilà, d'autres petites choses qui peuvent être refacturées, l'accès au compte en ligne ou ces choses-là. Donc, ça peut être également des points de vigilance. Vous avez la clause de représentation en assemblée générale. Dans certains cas, l'exploitant ajoute une clause lui donnant droit de récupérer votre pouvoir. Hein, vous lui donnez en fait un pouvoir permanent de représentation en assemblée générale. Ça peut vous soulager dans un certain sens, mais il y a aussi un risque de perte de contrôle sur votre investissement. L'exploitant va peut-être refuser des travaux qui pourraient être importants ou va peut-être voter certaines choses qui vont venir augmenter vos charges. Donc voilà, c'est quelque chose une clause qui est à vérifier, voir la durée en fait et le périmètre un petit peu de cette représentation en assemblée générale. Vous avez peut-être des clauses d'exclusivité trop strictes. Hein. Parfois, le preneur impose une exploitation exclusive qui empêche le bailleur de céder ou louer le bien à un tiers ensuite, hein, en cas de rupture anticipée du bail. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il va exploiter 90% de la résidence, les 10% restants n'auront pas le droit d'exploiter ou de louer à un tiers. Donc après, bon, c'est un petit peu spécifique et notamment par rapport à la résidence gérée où après, il y aura le règlement de copropriété qui va limiter ces choses-là. Vous avez les clauses de remise en état en fin de bail. Hein. Certaines clauses imposent au bailleur de remettre le bien en état. Donc, ça va un peu se regrouper avec le mobilier. Il faut éviter si ça crée une charge injuste ou floue. Vous pouvez également, au renouvellement du bail, prévoir un état des lieux pour voir en quel état se trouve actuellement le bien. Ensuite, on va avoir la clause de cession du bail à un tiers. Certains preneurs souhaitent céder le bail ou le transférer sans l'accord du bailleur. Donc ça, c'est quelque chose qui est à prendre avec précaution parce qu'effectivement, le preneur peut céder le bail commercial à une autre société qui va peut-être parfois détourner l'usage de la résidence où on se retrouverait avec, donc on l'a vu sur certaines résidences où il y a une cession du bail et au lieu de faire de la résidence affaires tourisme, on a eu plutôt on est plutôt parti sur une résidence sociale avec de l'hébergement d'urgence. Et là, il y a une dégradation des locaux qui va se faire plus rapidement. Alors, je vais répondre à quelques petites questions. Donc, notamment, j'ai la question de Bernard. Dans le cadre d'une offre de renouvellement, n'importe quelle clause peut être modifiée ou introduite dans le cas d'une offre de renouvellement. Effectivement, n'importe quelle clause peut être modifiée ou introduite. En fait, on va être sur un nouveau bail. Hein. On va reprendre dès l'origine, en fait, le bail et on va venir modifier toutes les clauses si on le souhaite. Alors, s'il n'y a pas eu d'état des lieux en trans, ce qui est souvent le cas, l'état des lieux en sortie de bail n'a aucune utilité. Alors, non. Normalement, de toute façon, ça fait partie de la loi Allure. Vous devez faire un état des lieux de sortie tout de même. Après, quant à son utilité, voilà, ce sera plutôt un juriste qui pourra répondre. Ça va être en fonction peut-être des désordres qui sont constatés. Alors, donc il y a encore beaucoup de questions. Je verrai également peut-être pour répondre peut-être par mail ou en fin de webinaire du coup aux questions restantes. On va passer maintenant sur le congé avec l'offre de renouvellement qui va peut-être répondre aux questions, certaines questions qui sont posées. Donc le congé avec offre de renouvellement à l'initiative de propriétaire. À l'initiative du preneur, pardon, pour en finir du coup avec cette partie-là.
Vous avez la possibilité de demander un audit juridique en fait du bail, de l'offre de renouvellement qui a été proposée. Vous pouvez donc consulter un professionnel, un avocat, un notaire, mais vous pouvez également consulter les membres du conseil syndical qui peut-être lui va pouvoir mettre en place une négociation avec l'exploitant en mandatant peut-être un avocat, un notaire ou peut-être en fait une société spécialisée en renégociation des baux. Voilà, ça peut être des choses à faire. Il faut voir le renouvellement comme une opportunité de négociation, donc ce n'est pas juste une simple formalité, c'est quand même quelque chose de stratégique pour renégocier certaines clauses du bail et on vous déconseille d'agir dans la précipitation, c'est-à-dire vous recevez le bail, vous le renvoyez signé tout de suite, vous avez quand même un délai de 3 mois pour accepter ou refuser. Mais voilà, prenez quand même le temps et consultez éventuellement les autres propriétaires. Si vous n'êtes pas forcément en relation avec les autres propriétaires, vous pouvez contacter votre syndic qui peut être là pour vous accompagner, mettre en relation ou vous apporter peut-être les solutions de personnes qui pourront vous aider à ce sujet. Alors, le congé sans offre de renouvellement à l'initiative du preneur. Alors, on va plutôt... Donc ça, il y a eu un problème sur la slide, je suis désolée. Donc ça, c'est un petit peu le récapitulatif. Donc le gestionnaire notifie son intention de ne pas renouveler 6 mois avant l'expiration par voie judiciaire. Ensuite, le bail prévoit une clause de résiliation triennale pour... vous avez, voilà, si le bail prévoit une clause de résiliation triennale, l'exploitant peut mettre fin au bail 6 mois avant la fin de chaque période triennale. Donc, c'est-à-dire, vous pouvez recevoir un congé en fait avec un renouvellement au bout des 3 ans s'il y a une clause de résiliation triennale. Alors, c'est le congé sans offre de renouvellement, pardon. Et la conséquence directe, ça va être s'il n'y a pas de renouvellement qui est proposé par l'exploitant, c'est que le propriétaire va alors récupérer son lot, son appartement, à l'expiration de cette date, sans versement d'indemnité d'éviction. À savoir que vous pouvez recevoir un congé 6 mois avant, mais parfois ça peut être 8 mois. L'exploitant peut vous indiquer, alors ça arrive souvent après, en début d'année, au mois de janvier, ils vont envoyer en fait un congé pour vous prévenir en amont qu'au 30 septembre, ils mettront fin au bail. Donc ça, l'exploitant peut le faire que en tacite prolongation, que à l'issue du bail ou lors de la période, enfin, s'il y a une clause de résiliation triennale. Alors, je ne sais pas si j'ai été bien claire, je suis désolée. Donc, si au bout, par exemple, il renouvelle, il vous envoie un renouvellement pour 9 années, au bout de 2 ans et demi, il y a une clause de résiliation triennale, il peut vous envoyer un congé sans renouvellement. C'est-à-dire qu'il s'est rendu compte, finalement, je ne peux pas exploiter, la résidence n'est pas rentable, je décide de partir. Et là, dans ce cas-là, vous récupérez votre lot. Donc là, on verra après ensuite le départ de l'exploitant en fin de webinaire sur les implications qu'il peut y avoir. Donc, le congé à l'initiative du propriétaire bailleur. Donc, le propriétaire bailleur a la possibilité de délivrer un congé à son locataire dans plusieurs conditions. Donc, la condition, il va devoir le faire par acte de commissaire de justice, donc un huissier de justice, et 6 mois avant l'expiration du bail. Ou pendant la tacite prolongation, à tout moment, mais avec un délai de 6 mois. Et la date de fin de bail doit se terminer en fin de trimestre civil. Donc, il peut envoyer donc un congé sans offre de renouvellement, dans le cas où le propriétaire ne souhaite pas continuer le bail et souhaite récupérer le logement ou le louer d'une autre manière. Par conséquent, le propriétaire devra payer une indemnité d'éviction
Et sinon, l'offre avec renouvellement, le propriétaire souhaite continuer le bail commercial, mais avec de nouvelles conditions, généralement le loyer ou des périodes d'occupation personnelle qui vont être plus importantes. Dans ce cas-là, si le preneur refuse l'offre de renouvellement, il est possible que le propriétaire bailleur qui a fait la demande, qui a envoyé le congé avec l'offre de renouvellement, en cas de refus du preneur, il peut y avoir une indemnité d'éviction parce qu'il aura envoyé un congé. Donc, l'indemnité d'éviction. On en a parlé précédemment. L'indemnité d'éviction, elle est versée par le propriétaire si celui-ci refuse de renouveler son bail commercial ou qu'il délivre un congé. Ça permet de compenser la perte du fonds de commerce de l'exploitant. Il y a le calcul, il n'y a pas de calcul exact de cette indemnité d'éviction. Elle correspond généralement à 2 ou 3 années de chiffre d'affaires que l'exploitant aurait perçu en continuant son activité. Donc attention, hein, c'est bien 2-3 années de chiffre d'affaires et ça ne correspond pas à 2-3 années de loyer que le propriétaire aurait versé. C'est le chiffre d'affaires que l'exploitant aura réellement perçu en louant 20 appartements, ce qui fait généralement des sommes assez conséquentes. Il existe, là je vous ai mis en jaune, des clauses qui vont venir plafonner ou supprimer l'indemnité d'éviction. Ces clauses-là, il faut savoir qu'elles sont réputées non écrites et ne sont pas valables juridiquement si le preneur fait valoir son droit à l'indemnité d'éviction. Donc on a souvent des baux commerciaux avec indiquant que l'indemnité d'éviction sera pas appliquée ou sera plafonnée à 1 mois de loyer, etc. C'est juridiquement pas valable. Donc, pour information également, l'action pour faire constater que la clause elle est réputée non écrite, elle est imprescriptible, même pour les baux conclus avant la loi de Pinel de 2014. Donc, si vous avez un bail de 2012 avec une indemnité d'éviction plafonnée ou nulle, vous ne pourrez pas faire valoir cette clause. En revanche, si vous avez envoyé un congé à l'exploitant, que vous changez d'avis, qu'il vous indique que, par exemple, l'indemnité d'éviction, elle est de 20 000 € et que finalement, vous constatez que c'est plus rentable pour vous de récupérer le bien, vous avez la possibilité d'exercer ce qu'on appelle votre droit de repentir en renonçant au congé envoyé. Et donc là, en fait, on va venir reprendre le bail comme il était précédemment avant l'envoi du congé. Pour en revenir à l'indemnité d'éviction, et voilà, j'ai pas nécessairement beaucoup de questions sur l'indemnité d'éviction, mais à savoir que l'indemnité d'éviction, elle est exclusivement due par le propriétaire bailleur. Mais l'exploitant, lui, s'il décide de partir et de quitter les lieux, lui, il n'a pas d'indemnité à verser au propriétaire. Voilà. C'est uniquement dans ce sens-là. À ce jour, en fait, l'indemnité d'éviction, elle est due par le propriétaire. Il n'y a pas de manière, en fait, d'éviter de payer une indemnité d'éviction. C'est-à-dire que si on arrive en fin de bail et que le propriétaire ne veut pas poursuivre le bail, même si on arrive en fin de bail, même si on a tacite prolongation, même si les conditions du renouvellement ne vous conviennent pas, le propriétaire aura obligatoirement une indemnité d'éviction à payer. Le montant de cette indemnité d'éviction peut néanmoins être négocié. Il y a parfois en fait certains exploitants qui acceptent de ne pas faire payer cette indemnité d'éviction. Voilà, mais c'est pas non plus la majorité des cas. Ça leur permet à eux de protéger leur fonds de commerce et de continuer à exploiter. Alors, hop là. Donc le départ de l'exploitant. À partir du moment où soit le alors.
Alors, voilà. Si l'exploitant ne respecte pas l'indexation des loyers, peut-il faire valoir l'indemnité à éviction? Alors, non, toujours pas, en fait. Il faudrait une faute grave, en fait, de l'exploitant pour pouvoir mettre fin au bail sans indemnité d'éviction. Alors, le départ de l'exploitant. Le départ de l'exploitant va être soit dans le cas où celui-ci vous a envoyé un congé avec ou sans offre de renouvellement. Donc, avec offre de renouvellement, si vous l'avez refusé. Donc, à partir du moment où l'exploitant est vide, donc soit il part de la résidence, soit il part uniquement de votre logement, ça va générer plusieurs cas de figure en fait pour vous. Donc, vous allez avoir à relouer le lot. Donc, vous allez devoir rechercher un nouveau locataire. Et il y a le risque, en fait, que cela entraîne des périodes de vacances locatives. Vous allez pouvoir, en fait, rechercher désormais un nouvel exploitant. À savoir que c'est des négociations qui sont complexes pour trouver un gestionnaire fiable. J'insiste sur le fiable. C'est très important d'avoir un gestionnaire solide dans la résidence pour s'assurer du règlement des loyers. Pour ça, vous pouvez être aidé effectivement par un cabinet d'avocats, par une société spécialisée. Et pareil, si vous avez des questions dessus, n'hésitez pas à contacter le syndic de votre résidence qui peut avoir des pistes pour vous accompagner. Lorsqu'on a un départ de l'exploitant, donc il est conseillé et recommandé et normalement obligatoire selon la loi Pinel de faire un état des lieux de sortie, et il y a de potentiels coûts de remise en état ou de rénovation pour attirer un nouveau locataire. Donc on en parlera encore après, mais souvent on avait un certain usage de l'appartement qui ne va pas forcément être le même dans le cas d'un changement d'exploitant ou d'un changement de type de location. Donc, il y aura certainement des coûts avant de pouvoir relouer le bien. Il y a un impact financier. Souvent, il y a une perte de revenus durant cette période de transition et de travaux. Il faut faire attention. Donc, on va en revenir ensuite aux conséquences fiscales qui va être liées. C'est-à-dire qu'à partir du moment où votre logement n'est plus loué, si vous étiez assujetti à la TVA, vous allez devoir reverser le 20e restant de la TVA si vous aviez acheté le bien il y a moins de 20 ans. Donc, il y aura le 20e restant à reverser à l'administration fiscale, sauf si vous arrivez à relouer le bien en restant assujetti à la TVA. Si le logement est vide fiscalement et qu'il reste vide assez longtemps, vous pouvez également être taxé sur ce qu'on appelle la taxe sur les logements vacants. C'est une taxe qui est quand même assez élevée, qui est un petit peu plus élevée qu'une taxe foncière, et ça va dépendre des communes. Vous allez également avoir, et ça c'est important à prendre en compte, une augmentation des charges. Donc si vous, par exemple, l'exploitant, vous avez mis un congé, il n'y a plus d'exploitant, vous voulez relouer par vous-même, sachez que les charges locatives qui étaient prises en charge par l'exploitant vont maintenant vous incomber directement. Donc, soit vous arrivez à faire de la location meublée à l'année et du coup, ces charges sont refacturables ensuite au locataire. Mais si vous faites de la location saisonnière, vous ne pouvez pas refacturer les charges locatives directement au locataire. Donc, ça, c'est quelque chose qui est à prendre en compte lorsqu'il y a un départ de l'exploitant. Donc, quand on parle de départ de l'exploitant, on peut également parler de ce qui est la reversibilité de la résidence. C'est-à-dire que une résidence, toutes les résidences ne se valent pas. Vous avez certaines résidences qui vont être plus difficiles en fait à transformer. On va venir changer l'usage de la résidence en habitation classique, en colocation, en logement social ou un autre modèle du coup hors champ du bail commercial. Et pour cela, il y aura quand même des vérifications à faire. C'est-à-dire que vous avez un règlement de copropriété qui sera vérifié. Est-ce que vous pouvez louer le bien en location meublée à l'année, ou est-ce que c'est destiné uniquement à une clientèle à la location saisonnière type tourisme? Est-ce que parfois il faut demander une autorisation administrative et demander un changement d'usage à la mairie qui n'accepte pas systématiquement?
Et puis, il y a parfois des travaux de transformation à prévoir. Peut-être que des fois, dans les résidences étudiantes, il n'y a pas de salle d'eau ou ce sont des salles d'eau communes. Et pour attirer, il va falloir faire des gros travaux de transformation. Et il y aura certaines conditions à étudier. Par exemple, un EHPAD qui va être isolé, une chambre d'EHPAD va être plus dur en fait à transformer en habitation classique. Une résidence étudiante à faire touristique bien située, bon, vous allez pouvoir le relouer facilement en location saisonnière, en location meublée à l'année, mais un EHPAD qui va être isolé en pleine campagne, souvent c'est quelque chose qui n'est pas réversible. Donc là, il va falloir être très vigilant lors de la réception du congé, c'est-à-dire que vous allez être un petit peu bloqué. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas, si vous refusez le congé, le renouvellement de votre gestionnaire, est-ce que derrière, vous avez les capacités de relouer en direct ou est-ce que vous avez un autre gestionnaire qui serait prêt à prendre la relève? Au fond, ce qui est important quand il y a un départ de l'exploitant en masse dans une résidence, c'est vraiment de se regrouper entre copropriétaires pour chercher un repreneur et vraiment mutualiser les démarches. Éviter de faire les démarches seules. La mutualisation va être bénéfique vraiment pour tous et pour la copropriété en général. Alors, donc, est-ce qu'il y a eu beaucoup de questions? Donc effectivement, on aura la possibilité, si vous le souhaitez, comme je l'avais fait pour le webinaire sur la fiscalité, on peut vous fournir un document PDF en reprenant l'ensemble des questions qui ont été posées, donc le support et l'ensemble des questions posées avec les réponses. Ça, c'est quelque chose qu'on pourra vous mettre à disposition. Si vous êtes intéressé par ce document, je pourrais le faire en cours de semaine prochaine. Il faudra m'envoyer un mail à ce sujet pour que je puisse vous le transmettre. Donc, on touche là à la fin du sujet. Alors, le groupe C'est la vie. Alors, je vais répondre un petit peu aux questions qui viennent. Le groupe C'est la vie propose-t-il une prestation d'accompagnement individuel lors d'un renouvellement d'un bail? Alors, ce sont des choses qui sont à étudier. Souvent, les propriétaires qui font appel à C'est la vie gestion, qui sont accompagnés à C'est la vie gestion, vont bénéficier d'un accompagnement dans le renouvellement de leur bail. On va venir plutôt les éclairer sur les nouvelles clauses et apporter un conseil sur ce qui est à faire ou surtout mettre en avant les différentes solutions qui s'offrent aux propriétaires. Mais ça va plutôt être par l'intermédiaire du groupe C'est la vie gestion que vous aurez accès à ce type de prestations. Alors, on va avoir la réponse. La question de Catherine. Quelles sont les obligations de l'exploitant en cas de départ remise en état? On parle beaucoup des obligations du propriétaire, mais comment ce dernier est-il protégé vis-à-vis de l'exploitant? Vous avez tout à fait raison par rapport à cette question. Lors d'un départ de l'exploitant, normalement, il y a une date d'état des lieux qui est proposée. Vous devez vous mandater un huissier de justice pour vous représenter. L'exploitant peut avoir également son propre huissier et il y a un constat en fait qui est réalisé afin de démontrer dans quel état se trouve le lot au départ. Ça va être le lot et également les parties communes. Le syndic s'occupe également de l'état des lieux de départ de l'exploitant pour tout ce qui est partie commune. Ça va être un petit peu la seule obligation qu'il a, ça va être de démontrer qu'il a pris soin des locaux, auquel cas on pourrait éventuellement leur affecter un coût de remise en état tout en sachant qu'il y a une décote liée à l'obsolescence du bien.
Alors. Alors, à partir de quelle durée de logement vide la taxe va devoir être payée? Je pense que vous parlez, de la taxe sur les logements vacants. Il y a pas de date, précise. Encore une fois, l'administration fiscale, voilà, prend en compte également les réponses qu'il peut y avoir. Si vous indiquez que c'est pour faire des travaux ou des choses comme ça, et que vous en fournissez les preuves, la taxe ne sera pas à payer. Mais si le logement, vous n'avez pas la possibilité de prouver que le logement, il est soit mis en location mais qu'il ne trouve pas preneur, vous aurez cette taxe de logement vacant à payer. Donc, juste pour peut-être pour être un peu précis, si le logement il est vide 1-2 mois, voilà, vous n'aurez pas nécessairement la taxe sur les logements vacants à payer. Après, si le service des impôts facture cette taxe, vous avez toujours la possibilité de les contacter pour vous justifier. Alors, des pistes de calcul pour estimer l'indemnité d'éviction. Alors, pour estimer l'indemnité d'éviction, en fait, il faudrait connaître peut-être que, alors je ne sais pas hein, si vous pouvez, si c'est par exemple une résidence Goelia à Partiti, vous pouvez voir en fait en ligne à combien est proposé votre type d'appartement en location. Et puis en fait, vous multipliez le montant, donc alors soit la semaine par 52 semaines multiplié par 2 ou 3 années, et ça va vous donner en fait une estimation de l'indemnité d'éviction. Alors, quel délai pour remplacer l'exploitant en cas de départ pour remplacer l'exploitant et ne pas reverser le 20e restant de la TVA? Alors, je ne suis pas sûre de comprendre à quel délai pour remplacer l'exploitant. Vous pouvez. Alors, c'est si en cas de vacances, c'est-à-dire que je pense que si. Je crois comprendre la question. Si vous voulez dire l'exploitant part au 30 août et que vous ne trouvez pas tout de suite un repreneur, mais que vous ne voulez pas reverser le 20e restant, l'administration fiscale tolère généralement une durée de 1 an pour retrouver un nouvel exploitant. Sinon, dans la théorie, hein, il est possible de reverser ce 20e restant. Et au moment où vous retrouvez du coup un nouvel exploitant, vous pouvez redemander le remboursement à l'administration fiscale. Alors, on a une question de Marie-Hélène. En cas de congé par le propriétaire, est-il possible de louer le bien sans bail commercial? Effectivement, hein, vous avez la possibilité, en cas de congé, peu importe par qui, à partir du moment où il y a un congé qui est versé, après le bien est libre. Vous pouvez le louer en mandat de gestion, par exemple, avec une agence immobilière locale qui peut faire de la location meublée à l'année, qui peut faire une colocation pour des étudiants. Vous avez la possibilité de louer également en location saisonnière. Donc, il y a certaines formalités hein, qui sont à effectuer s'il y a un changement de type de location. Mais après, vous êtes libre en fait un petit peu de louer comme vous voulez le bien. Vous pouvez même le louer en nu, même si voilà, il n'y a pas forcément d'avantage fiscal à faire de la location nue. Vous pouvez le récupérer pour vous pour une résidence secondaire en vérifiant tout le temps bien que ce changement d'usage est conforme au règlement de copropriété. Alors, est-ce qu'on va avoir d'autres questions?
Alors, je vais reprendre encore les questions qui ne sont pas répondues. Alors, pour information également, on verra toutes les questions sur la CFE, les charges locatives, lors d'un prochain webinaire. Donc, tout ce qui est taxes, ce sera lors d'un prochain webinaire au mois de septembre. Et tout ce qui va être charges récupérables, les charges liées au syndic, ce sera sur le mois d'octobre. Vous aurez accès à toutes à ces webinaires. Alors, comment trouver des professionnels juridiques spécialisés, expérimentés pour aider les bailleurs lors d'une négociation difficile de renouvellement de bail avec un repreneur? Vous pouvez me contacter par mail pour que je vous indique plusieurs qui pourraient vous accompagner. Nous avons une liste en fait de personnes avec qui on travaille habituellement. Alors, on va avoir la question de Stéphane. Pouvez-vous distinguer le renouvellement et le nouveau bail, puisqu'en théorie, on ne peut toucher qu'au loyer dans le cadre d'un renouvellement? En fait, le renouvellement, quand vous avez une offre de renouvellement, on va vous proposer, donc vous allez avoir un courrier, offre de renouvellement, et on va vous proposer généralement un nouveau bail. Ou parfois, vous avez juste une offre de renouvellement où on va toucher à aucune clause du contrat. Donc, ça va dépendre un petit peu de comment se nomme le document qui va être transmis par l'exploitant. Alors, on va répondre à la question de Mireille sur le 20e restant de la TVA. Alors, quand vous avez acheté le bien à l'origine, donc peut-être en 2015 ou 2016, ce bien, ou alors peut-être que vous avez racheté le bien à quelqu'un, mais lorsque vous achetez un bien neuf en résidence gérée, vous avez la possibilité de récupérer la TVA. Donc, vous récupérez donc 20% de TVA sur un achat neuf. Vous récupérez ces 20% de TVA et en parallèle, vous avez l'obligation de louer pendant 20 années sous le régime de la TVA, donc soit par un bail commercial, soit en fournissant des services par un hôtelier. Donc, si jamais vous louez sous bail commercial pendant 9 années plus 4 ans de renouvellement, par exemple, il va en fait rester un certain nombre d'années, par exemple 7 années où il y a une fin du bail et vous n'allez plus être sous bail commercial ni sous le régime de la TVA. Eh bien, ces 7 années restantes, vous allez devoir reverser cette fraction du 20e à l'administration fiscale parce que vous vous étiez engagé initialement à le louer pendant 20 ans. Je vais repréciser également, si jamais vous aviez un premier propriétaire qui avait acheté ce bien en 2019, lui, alors 2009 peut-être plutôt, oui, enfin, il a bénéficié de ce remboursement de TVA. Le second acquéreur qui récupère le bien récupère également cet engagement à la TVA. Donc ça va être écrit sur votre acte notarié, c'est-à-dire que vous avez l'obligation de produire des déclarations de TVA et vous avez l'obligation de maintenir assujetti à la TVA pendant X années le bien. Si vous ne le faites pas, vous êtes redevable en fait du 20e restant de la TVA. Donc ça, c'est quelque chose qui est écrit dans l'acte d'achat dans les mutations diverses, il me semble. Alors, question de Marie-Hélène, est-il possible de transmettre le bien à nos enfants sans pénalité? Donc ça va être une question un peu particulière. Vous pouvez poser cette question à un notaire. Pour transmettre un bien à vos enfants, il faut faire une cession, en fait, une transmission du bien auprès d'un notaire. Donc, alors, je ne sais pas ce que sont les pénalités, mais si ça s'apparente en fait à une vente du bien, eh bien, celui qui acquiert le bien récupère également le bail commercial. Donc, à partir du moment où vous faites une vente
du bien. Vous revendez le bien avec le bail commercial. Vous ne pouvez pas dire, en fait, je vends le bien, le bail commercial s'arrête parce que le bail commercial est à mon nom. Alors, la question d'Olivier, effectivement, 6 mois avant l'expiration du bail, le preneur peut envoyer un renouvellement et le propriétaire a 3 mois pour répondre. S'il l'adresse 8 mois avant, à quelle date le délai de 3 mois s'applique? Donc, le délai de 3 mois s'applique à partir de la réception de l'offre de renouvellement. Alors, pour la question de Marie-Hélène, je parle d'une transmission en donation-partage, mais effectivement, c'est la même chose. En fait, le bien cédé, il est cédé en fait avec le bail commercial. Alors, la question de Francis, d'après votre expérience, quel est le pourcentage de tacite prolongation? Quel est également le pourcentage d'offres de renouvellement par l'exploitant avec un loyer inférieur? Alors là, ce serait compliqué de sortir des statistiques. À savoir qu'en ce moment, on a beaucoup de tacite prolongation. Le renouvellement ne vient pas systématiquement tout de suite. Donc, on a effectivement beaucoup de propriétaires qui nous disent attention, mon bail se termine au 31 décembre 2025, j'ai pas de nouvelles de l'exploitant. Bon, effectivement, il n'y a pas de nouvelles de l'exploitant. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas eu de congé forcément. Après, le renouvellement avec un loyer inférieur sur les résidences qu'on a sur C'est la vie gestion, voilà, ça va être plutôt. Ça va dépendre. On a parfois des loyers similaires. On va avoir du loyer identique. Bon, je dirais, je ne saurais pas dire exactement quel est le pourcentage qu'on a actuellement. En tout cas, ce ne sera pas à 70% avec un loyer inférieur forcément, mais bon, voilà, c'est quand même assez. Alors. Donc, il y a certaines questions qui ont déjà été répondues. Donc là, je réponds. Quelles sont les raisons qui me permettent de ne pas accepter le renouvellement du bail commercial sans devoir payer l'éviction? Ça va être en fait une faute lourde et grave de l'exploitant. Dans ces cas-là, si celui-ci fait valoir son droit à l'indemnité d'éviction, que vous le contestez pour faute grave, ce ne sera pas lui qui jugera, ce sera un tribunal qui tranchera. Donc voilà, il faut des fautes graves. Est-ce que le non-paiement des loyers est une faute grave? Comme j'avais vu plus bas, je ne sais pas. C'est vraiment à l'appréciation du juge. Et ça, voilà, je ne peux pas y répondre. Dans une situation pour une résidence, ça peut l'être. Dans l'autre, ça ne peut pas l'être. Donc ça, c'est des questions qui peuvent être tranchées que par un avocat en cette matière. Alors, récupérer une chambre d'EHPAD pour en faire une résidence principale, est-ce que c'est imaginable? Je pense que tout est imaginable. Après, est-ce que vous avez plusieurs autorisations à avoir? Est-ce que vous en avez le droit? Est-ce que le reste des autres chambres sont exploitées par un exploitant? Enfin voilà, c'est plutôt des questions d'ordre pratique, juridique et d'urbanisme. Pour pouvoir répondre à votre question. Donc, c'est plutôt au cas par cas, malheureusement.
Alors, peut-on avoir le contact pour revendre notre bien? Alors, je vais vous ajouter du coup dans le chat l'adresse mail de ma collègue qui s'occupe de la vente. Donc, c'est gestion@clavipierre.fr. Hop, voilà. Je viens de vous ajouter son contact directement dans le chat. Alors, on va répondre à la question d'Hervé. Quelles sont mes options si lors du renouvellement du bail, je ne suis pas d'accord avec les conditions proposées? Donc, si vous n'êtes pas d'accord en fait avec les conditions proposées, vous devez en fait vous manifester auprès de l'exploitant en essayant de négocier des nouvelles conditions. Quelles sont les conditions qui ne vous conviennent pas? Est-ce que c'est la nouvelle durée du bail? Est-ce que ce sont les modalités d'indexation? Vous avez du coup un délai de 3 mois pour manifester votre refus de ces conditions-là. Vous n'avez pas à payer d'indemnité d'éviction à partir du moment où vous n'avez pas délivré de congé et qu'il n'a pas été vu de départ de l'exploitant. Par contre, si vous n'êtes pas d'accord du tout et que vous ne trouvez pas de terrain d'entente avec l'exploitant, vous demandez du coup un loyer, par exemple, qui va être beaucoup plus élevé avec d'autres conditions d'indexation et l'exploitant vous dit non, c'est pas possible, je ne peux pas. Du coup, je n'accepte pas je ne trouve pas d'accord avec vous. L'exploitant, du coup, part. Et oui, vous êtes obligé de payer des indemnités d'éviction parce que il n'aura plus la faculté d'exploiter son fonds de commerce. Alors, notre preneur propose un renouvellement avec forte baisse de bail. En cas d'absence d'accord avec l'exploitant et le CS, suite à négociation, chaque partie pouvait faire appel au juge des loyers. Avez-vous un retour d'expérience sur les décisions juge des loyers? Comment statue-t-il? Alors, souvent, il va peut-être prendre en compte en fait la valeur locative, mais également la faculté du preneur à pouvoir exploiter le bien. On est plutôt dans une tendance où le tribunal va essayer de maintenir l'exploitant dans la résidence et donnera plus souvent ira plus souvent dans la direction de l'exploitant que de celui des propriétaires. Après, pour cela, je pense qu'il est formellement recommandé d'être accompagné par un avocat qui s'y connaît pour pouvoir faire valoir la cause des propriétaires dans votre sens. Alors, est-ce que Clavipierre peut être intéressé pour reprendre un bail exploitant? Alors, juste, le groupe Célavie opère dans les différents canaux de la résidence, des résidences-services, mais nous ne sommes pas exploitants. Donc, c'est un petit peu la seule chose qu'on ne fait pas dans la résidence gérée en LMNP, ça va être l'exploitation. Donc, Clavipierre va être là pour vous accompagner et vous mettre votre bien en vente et le proposer à ses différents partenaires, en fait. Mais on ne pourra pas reprendre le bail d'un exploitant. On ne fait pas on ne reloue pas les biens, on n'est pas exploitant des résidences, on va être syndic, administrateur et on va vous aider à gérer tout ce qui est fiscalité du bien. Alors, l'exploitant peut-il renouveler certains baux et pas d'autres sur la même résidence? Oui. Tout à fait. Il y a eu dans certains cas l'exploitant qui n'avait pas la possibilité en fait de reprendre tous les baux de toute la résidence. Il va y avoir peut-être dans certaines résidences, je pense à une résidence où l'exploitant voulait garder certaines maisons qui étaient un peu plus sympathiques que d'autres. Du coup, il avait accepté, il avait mis fin en fait au baux d'autres logements et voulait garder en fait une partie de la résidence. Donc, c'est tout à fait possible qu'il veuille garder certains baux, mais pas tous. Après,
Est-ce que juridiquement il a le droit? Comment il fait le règlement de copropriété? Est-ce que c'est une résidence de tourisme? Parce que quand on est classé en résidence de tourisme, normalement, on doit être géré par un seul et même exploitant. Donc voilà, ce sont des choses qui peuvent être à voir si vous contestez le congé de certains baux dans une même résidence. Alors, je pense avoir fait un petit peu le tour des questions. Je vais revoir s'il y en a eu. Ah oui, il y en a peut-être eu des nouvelles, effectivement. Je vais reprendre encore la question sur les indemnités d'éviction de Mireille. J'avais compris que c'est dans le cas d'un congé donné par le bailleur. Donc, l'indemnité d'éviction, elle est à payer par le propriétaire si il donne un congé au preneur et s'il refuse le renouvellement et les conditions qui sont proposées par le preneur. Donc, à aucun moment, malheureusement, en fait, le propriétaire ne peut se passer de payer des indemnités d'éviction. La seule manière, ce serait soit un protocole d'accord transactionnel de fin de bail qui soit signé par les deux parties. Dans ce cas-là, les deux parties sont d'accord pour mettre fin au bail, du coup, à une période X ou Y, mais voilà, sans formalisme précis. Vous signez du coup ce protocole d'accord de fin de bail, ou alors si le preneur décide de donner un congé, dans ce cas-là, vu que c'est sa volonté à lui, il n'y a pas d'indemnité d'éviction. Mais à partir du moment où intervient la volonté du propriétaire de mettre fin au bail, vous avez forcément des indemnités d'éviction à payer. Alors, quelle est la période la plus opportune pour vendre une résidence? Tacite reconduction? Faut-il attendre que le bail soit renouvelé? Eh bien, écoutez, ça va dépendre un petit peu de la résidence et ça va dépendre de ce qu'on peut faire. Effectivement, comme on l'a vu, en fonction de la réversibilité d'un bien, ce sera parfois plus facile de relouer. Alors, pour être un peu concret, si on va avoir une résidence en bord de mer où il y a un bail commercial, si le bail est en tacite reconduction, on se dit que potentiellement il y aura un départ de l'exploitant et puis finalement une résidence en bord de mer, on peut le louer facilement et même plus cher peut-être sans un bail. Par contre, un EHPAD en tacite reconduction, là on prend un risque qui est un départ de l'exploitant et la résidence étant peu réversible, ça va être plus compliqué de vendre avec cette incertitude-là. Voilà, ça va dépendre du type de résidence. Alors, et si le preneur décide de partir car le bailleur refuse ses conditions sans donner le congé? Eh bien, c'est pareil, il doit payer une indemnité d'éviction. Parce qu'il aura fait perdre au preneur son fonds de commerce, une partie de son fonds de commerce. Alors, il y a encore beaucoup de questions qui se posent. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour quand même des questions. Je pense qu'effectivement, il y a certaines questions auxquelles nous n'avons pas répondu, mais qui vont se regrouper. Si jamais vous avez encore des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Donc, vous avez mon adresse mail gwenaëlle@madéclarationmeublée.com. Je pourrais vous répondre. Vous avez également eu un lien qui se trouve juste en bas à gauche de votre écran pour prendre rendez-vous, pour qu'on fasse un point sur l'indexation de vos loyers. Mais vous avez également possibilité de prendre rendez-vous pour parler de votre fiscalité. Ça va être un rendez-vous qui va être proposé gratuitement d'une quinzaine de minutes.
Donc, on pourra voir ensemble la situation. Du coup, je vais essayer de je vais préparer du coup un PDF qui regroupe l'ensemble des questions qui ont été posées. On va également mettre du coup ce webinaire sur notre chaîne YouTube, sur lesquels on va essayer de recenser un petit peu toutes les vidéos et les replays qu'on fait pour vous donner une base d'informations qui va s'étoffer au fil des semaines. Voilà, donc je pense avoir fait le tour. Je vous remercie vraiment pour votre participation très active sur le sujet. J'espère qu'on vous a éclairé sur le sujet du jour, le bail commercial. Donc, nous ferons un nouveau webinaire fin septembre sur les taxes, donc la taxe foncière et la CFE notamment dans le cadre de la location meublée en résidence gérée. Et au mois d'octobre, nous parlerons des charges locatives. Si jamais vous avez des idées de webinaires, n'hésitez pas à nous les communiquer également par mail. Voilà, on est preneurs. L'idée, c'est de proposer des sujets qui vous intéressent et qui puissent vous permettre de vous éclairer davantage. Voilà, je vous remercie en tout cas pour cette session. Et puis, je vous dis à très bientôt.